Bonjour, je me présente Yannick Laura, directeur scientifique de The Sea Cleaners. Je vais vous parler aujourd'hui des plastiques et du recyclage des plastiques. Vous savez que l'association The Sea Cleaners, son gros projet, c'est de nettoyer les océans de toute la pollution plastique, en particulier des plastiques flottants le long des côtes, et donc d'utiliser aussi un outil technologique qui est le Manta navire qui permettra d'embarquer une usine à bord pour traiter les plastiques, les trier, et éventuellement une partie sera recyclée. Alors le thème majeur de cette conférence aujourd'hui, c'est le recyclage, mais on abordera aussi la partie origine des plastiques, les usages, la partie plastique biodégradable, parce que je pense que c'est important de faire un petit point. D'une manière générale, comment on voit le futur quand on commence à prendre une vision un peu globale d'impact sur les écosystèmes, de réglementation, de politique, d'usage, je dirais d'habitude des consommateurs. Donc ça fait un sujet qui est relativement vaste. Voilà, donc on va commencer par le début. C'est quoi un plastique? Je pense que la plupart des gens savent ce que c'est maintenant. Au moins on en a touché du doigt. On en trouve partout dans notre environnement. Un plastique, ça vient du terme plastique qui veut dire malléable. Donc c'est un matériau qui est malléable. Donc et par défaut, ces matériaux malléables, eh bien, ça a été beaucoup décomposé à base de carbone. Et très rapidement, ces polymères à base de carbone, le mot d'usage dans le langage courant, c'est devenu plastique. Avec quoi fait-on les plastiques? Alors au jour d'aujourd'hui, la réponse est super simple. On fait des plastiques à partir du pétrole. À 95% actuellement, c'est du pétrole. On dit que les plastiques sont d'origine pétrochimique parce que en fait, c'est ce pétrole. Alors ce pétrole, ça ressemble à un jus très noir qui peut être très visqueux comme du goudron, et c'est essentiellement ce pétrole résulte en fait d'une évolution géologique des grandes forêts qui est du Crétacé en particulier, où il y a une profusion de forêts qui se sont développées, qui ont envahi les terres, et ces forêts se sont développées avant que les champignons et les bactéries existent pour dégrader en fait le bois qui était produit par ces forêts. Et donc du coup, il ne s'est pas trouvé dégradé, mais au fil des millions d'années, il s'est retrouvé enfoui sous les sédiments, dans les roches, chauffé, mis sous pression, et au final, ça a fait du pétrole. Alors ce processus, on sait le reproduire aujourd'hui, hein. C'est ce qu'on appelle la pyrolyse. On met des plastiques par exemple sous pression et sous haute température, et on reforme du pétrole. Enfin, c'est pas l'objet de la discussion aujourd'hui. Si on a le temps, on en parlera un petit peu à la fin. Donc on a des produits essentiellement organiques. Alors l'avantage du carbone, vous le savez, hein, quand on fait des avions en carbone ou des pièces, des objets en carbone, c'est très léger. Le carbone est très léger. Donc un énorme avantage des matériaux plastiques, c'est qu'ils sont super légers par rapport à du fer, par rapport à du verre, même par rapport à du bois, c'est vraiment très très léger. Et le deuxième avantage, c'est que comme ces matériaux plastiques sont relativement inconnus sur la planète de manière naturelle, eh bien les bactéries ne savent pas les dégrader. Alors quand ils sont apparus dans les années 50, euh, il faut voir qu'en termes d'emballage de denrées alimentaires en particulier, on utilisait beaucoup du bois, du verre, du métal, éventuellement des tissus. Et tous ces matériaux-là, malheureusement, sont facilement dégradables et provoquaient les pourrissements en fait, des denrées alimentaires qu'on pouvait stocker dans ces containers. Avec le plastique, eh bien, ça a été la révolution, c'est-à-dire que ce matériau n'était pas sensible à la détérioration et permettait donc de conserver des matières alimentaires, par exemple, pendant un temps relativement long. Et ils ont été conçus pour ça, ils ont été conçus pour avoir une grande durabilité. Alors aujourd'hui, on dit qu'une bouteille de PET peut durer 450 ans, 500 ans dans le milieu naturel, mais en fait, il faut voir qu'au départ, les plastiques ont été, imaginés par les chimistes pour justement durer le plus longtemps possible. Et comme ils étaient légers et qu'ils étaient peu chers à produire, eh bien, on a pu en faire des objets de grande consommation dans les années 50. Alors l'essor du plastique n'est pas venu par le matériau lui-même. C'est assez paradoxal, mais c'est venu par un nouvel usage qui est apparu dans notre société. C'est la fameuse société de consommation.
qui a démarré aux États-Unis et que tout le monde entier finalement a pris et a appliqué de manière assez exhaustive. Et donc cette société de consommation, elle porte en particulier sur la production d'objets en grande quantité et si possible peu cher. Et d'où toute la création d'objets à usage unique ou à durée de vie courte qui est apparue dans les années 50-60 aux États-Unis. Alors un des bels exemples de ça, ce sont les bouteilles en plastique. Vous savez que les premières bouteilles en plastique sont apparues en France et elles étaient faites en PVC à l'époque. Alors ça a été un peu la révolution, la faculté s'est penchée sur la question pour voir si c'était au niveau sécurité alimentaire, si c'était correct. Il y a eu beaucoup de discussions autour de ça. Et puis finalement ça a démarré assez rapidement et puis ça s'est propagé en Europe, en Allemagne, en Angleterre et puis un petit peu partout. Et après, donc le PVC posait le problème que la polymérisation n'était pas complète. Donc il restait des monomères qui finalement au niveau sécurité alimentaire posait quand même quelques soucis. Du coup, on est passé sur un autre polymère qui était le polyéthylène terephthalate, le fameux PET. Voilà pour la petite histoire des bouteilles. Donc à côté de tout ça, eh bien, il y a toute une philosophie, je dirais, d'objets à usage unique hein, qui s'est mise en place pour, alors certains disent pour libérer la ménagère et qu'elle ait plus de temps à passer dans les magasins. C'est certainement partiellement vrai, mais aussi pour vendre plus, tout simplement. Hein. Sachant que la valeur ajoutée des entreprises dans ce genre de domaine, elle est basée essentiellement sur le nombre d'objets qui sont vendus. Alors, quand la matière première est peu chère, comme c'était le pétrole à l'époque, et que la fabrication des plastiques était relativement peu onéreuse, et qu'on mettait peu de quantité de matière pour avoir un produit qui était relativement solide, eh bien, tout naturellement, le plastique s'est développé un peu partout, et continue à se développer. Alors, à partir de ces matières relativement fragiles, dans les objets à usage unique, on a fait aussi des plastiques techniques beaucoup plus complexes et beaucoup plus durables. Actuellement, on est capable de faire des pièces de moteur, hein, des moteurs de voiture, en plastique. Hein, et ces morceaux de pièces de moteur remplacent en fait des pièces métalliques. Donc, d'où un gain de poids pour les véhicules. Donc, vous voyez que c'est un matériau qui peut être très versatile avec un grand nombre d'applications et dont on pourrait absolument pas se passer actuellement. Les gens qui disent il faut sortir de l'ère du plastique et passer à autre chose, oui, mais sauf que autre chose n'existe pas pour l'instant. Alors le gros problème de la pollution plastique, eh bien déjà dans les années 70, je reprends mon exemple des bouteilles d'eau minérale, se posait la question, mais toutes ces bouteilles-là, qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'on a bu l'eau? Et déjà dans les années 70, les associations alertaient en disant, regardez dans les décharges, parce qu'à l'époque, on incinérait relativement peu, on mettait en décharge à ciel ouvert en général, et les gens s'alertaient parce que les bouteilles en plastique dans une décharge, ça vole, ça se répartit un petit peu partout dans l'environnement et ça se voit. Donc c'est une pollution qui se voit, c'est l'avantage de la pollution par les macro-déchets plastiques, c'est que c'est une pollution qui est facile à appréhender par le grand public. Parce qu'un déchet plastique, ça se voit, il n'y a pas besoin d'avoir fait des grandes études ou d'avoir fait des analyses chimiques complexes pour voir que c'est là et ça va pas être là dans l'environnement et ça pollue. Donc de ce côté-là, c'est un des avantages de la pollution plastique. Alors les premières conférences scientifiques sur la pollution plastique ont eu lieu dans les années 80. La première a eu lieu à Hawaï, parce que dans le nord Pacifique, les courants font qu'il y a des amoncellements de déchets plastiques qui se font assez facilement et qui s'échouent sur les îles d'Hawaï. Donc ça a beaucoup sensibilisé les chercheurs et la population. Et les premières conférences internationales, qui s'appelaient les conférences Aloha, se sont déroulées là-bas. Donc dans les années 80. Vous voyez, les années 80, on est quand même 40 ans plus tard. Et 40 ans plus tard, est-ce qu'on a fait quelque chose à partir de ces données scientifiques?
Eh bien, je laisse la question ouverte avec trois petits points. On a certainement fait pas mal de choses en termes de compréhension du phénomène, mais en termes d'infléchissement des courbes de production et des courbes de pollution, on n'a rien fait. Il faut être clair et net. On a arrêté les décharges à ciel ouvert, on a enfoui, on a commencé à incinérer, et puis depuis, allez, on va dire 10-15 ans, on commence à penser recyclage. Mais c'est relativement récent. Alors qu'est-ce que ça donne tout ça? Je vous explique ça de manière un peu qualitative. Qu'est-ce que ça donne au niveau quantitatif? Eh bien, le gros problème, c'est que les plastiques qui sont produits depuis les années 50, eh bien, ils sont toujours là. Parce que, évidemment, ils avaient une durée de vie prévue relativement longue. Même si c'était pour des objets à usage unique, bah, le polymère lui-même était conçu pour durer plusieurs centaines d'années. Donc 500 ans, depuis les années 50, ça nous amène quand même beaucoup plus loin que 2020. Ce qui veut dire que la totalité de la production plastique, depuis les années 50, est toujours dans l'environnement. Avec l'exception de ceux qu'on a incinérés, évidemment, parce que ceux-là, ils ont été retransformés en énergie et en CO2. Alors ça donne quoi comme quantité? Eh bien, si on accumule tout en termes de production annuelle, on arrive actuellement, en cumulé, à 9 milliards de tonnes. Alors c'est un chiffre qui est plutôt sympa, entre guillemets, avec beaucoup de guillemets, parce qu'on peut le comparer avec la population sur Terre, et actuellement on a à peu près 9 milliards, donc on a chacun une tonne de plastique par personne. Donc une tonne de plastique, c'est un matériau relativement léger, ça prend pas mal de volume. Vous imaginez ça dans votre jardin, je peux vous garantir que ça occupe une bonne place. Et si vous n'avez qu'un balcon, c'est pas suffisant. Donc une tonne de plastique par personne, c'est colossal. Et il y en a une bonne partie donc, qui se trouve encore dans des décharges, enfouies, donc relativement inertes pour l'instant, mais ils ne le seront pas ad vitam aeternam. Il y en a une partie qui est dans l'environnement et qui circule, qui s'est fragmentée et qui circule sous forme de petits débris, et voire de microplastiques. Et puis une autre partie qui est en mer et qui se retrouve sur les fonds des océans. Donc on est en train, avec les scientifiques, d'essayer de modéliser un petit peu tout ça et de voir la partie dans chaque compartiment et de voir quelles sont les vitesses de transfert entre les différents compartiments. Mais réellement, pour l'instant, les chiffres qui sont donnés sont vraiment juste des premières estimations. Alors pourquoi on arrive à 9 milliards de tonnes? Combien de plastique on produit chaque année? Eh bien, en prenant les chiffres officiels des producteurs, donc là, c'est pas des estimations, hein, c'est des autodéclarations des producteurs de plastique et des associations de producteurs. Actuellement, à travers le monde, on produit 380 millions de tonnes par an. Le problème, c'est que cette production n'arrête pas d'augmenter et que c'est pas prêt d'arrêter, même avec tout ce questionnement sur la pollution plastique. En effet, vous avez vu dans les journaux que les Russes et les Chinois sont en train d'investir des sommes colossales pour des usines gigantesques pour faire du polyéthylène, pour faire des plastiques qui sont pétrosourcés, donc qui viennent du pétrole. Donc ces usines-là, si on investit aujourd'hui pour les construire, elles ont une durée de vie d'au moins une cinquantaine d'années. Ça veut dire que pour les 50 prochaines années, elles vont produire massivement du plastique et ça viendra en plus par rapport aux capacités actuelles. Alors en combien de temps on va doubler notre production de plastique? Eh bien en 30 ans, si on continue l'évolution actuelle, qui est très régulière, hein, en 30 ans, on aura doublé. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 380 millions de tonnes, eh bien on aura 760 millions de tonnes. Vous imaginez, ça fait 2 fois plus de plastique. Vous imaginez une plage que vous avez déjà vue contaminée par des déchets plastiques, eh bien dans 30 ans, il y en aura 2 fois plus. Et quand on regarde la quantité cumulée, ça va doubler beaucoup plus rapidement. En 20 ans, ça aura doublé. On passera à 18 milliards de tonnes en 20 ans. Alors 20 ans, c'est 2040. 2040, ça résonne peut-être dans vos oreilles, parce que vous voyez qu'il y a certaines lois qui sont en train d'être mises en place au niveau international, au niveau européen, au niveau français, et on nous parle qu'on éliminera certains plastiques à l'échéance de 2040. Oui, sauf que si on attend 2040, on aura déjà doublé la quantité dans l'environnement. Donc il y a vraiment une urgence.
et l'urgence s'accélère. Alors, est-ce que c'est un problème des producteurs? Est-ce que c'est un problème de politique ou est-ce que c'est un problème de consommateurs? Eh bien, en fait, tout en même temps. C'est-à-dire que, en général, les producteurs de matières et d'objets, comme on est dans une société avec un modèle économique de consommation, en général produisent des objets qui plaisent aux consommateurs. Si le consommateur n'achète pas, en général, l'objet ne dure pas très longtemps sur le marché. Donc c'est vrai qu'il y a des contraintes qui sont imposées par les industriels, mais il y a aussi une grosse acceptation de la part des consommateurs. Alors c'est intéressant parce que finalement on renvoie le pouvoir de légiférer, je dirais, de prendre des décisions pour réduire la pollution plastique aux politiques, mais finalement il n'y a pas que le politique qui a le pouvoir de faire quelque chose, mais aussi le consommateur, et puis aussi les producteurs qui ont un petit peu de respect pour la planète. Voilà, on reviendra sur les usages et sur je dirais ce qu'on peut faire pour le futur. Et on va revenir sur des choses un peu plus recyclage. Alors, on a parlé, j'ai pas parlé de la pollution plastique dans les océans. C'est vrai que ça mérite de faire aussi un petit, pas un aparté, mais un petit développement là-dessus. Alors, en 2015, il y a une estimation qui a été faite à partir d'un modèle de rejet des plastiques dans les rivières. Et cette estimation, elle est entre 8 et 12 millions de tonnes de plastique rejeté dans les océans chaque année. Donc c'est une estimation qui a été faite en 2015 pour une certaine production annuelle de plastique. Après, on peut développer un modèle qui montre à quelle vitesse finalement cette pollution océanique va s'accentuer et se développer. Donc elle risque de doubler très rapidement, en même temps que la production de plastique, à l'échelle d'une vingtaine d'années simplement. On voit déjà les effets de cette pollution plastique sur les écosystèmes. Eh bien, si on fait rien de significatif, dans 20 ans, ça sera encore pire. Donc, il est vraiment temps de sonner la sonnette d'alarme. Alors, le gros avantage, c'est qu'effectivement, cette pollution donne des images qui sont relativement chocs, hein, d'oiseaux qui sont emprisonnés, de mammifères marins, de tortues qui se sont gavés là, de sacs plastiques. Et ça permet d'alerter le grand public. Et là, les journalistes ont fait un excellent travail de ce côté-là. Et ça permet d'avoir une bonne sensibilisation sur les effets de cette pollution. Mais en fait, les effets à long terme, on sait relativement peu de choses. Les scientifiques sont en train de les étudier. En particulier, ces déchets plastiques, ils vont se morceler en petits débris et ils vont faire des microplastiques. Et actuellement, les microplastiques, pour être honnête, on ne sait pas trop ce que ça va donner dans les écosystèmes. Est-ce que ça aura un effet extrêmement toxique et nocif? Est-ce que ça aura un effet moins toxique qu'on l'imaginait? Comment ça va se répartir dans les chaînes alimentaires, y compris quel sera l'impact en retour sur l'alimentation humaine et la santé humaine? Sont vraiment des questions qui sont totalement ouvertes. Alors, vous avez beaucoup d'articles qui listent les dangers potentiels de ces microplastiques, mais gardez bien en tête que ce sont pour l'instant que des dangers potentiels, que le principe de précaution oblige à considérer, mais, mais pour l'instant, il y a relativement peu de ces dangers qui sont avérés, c'est-à-dire qui ont été prouvés par des expériences qui montrent que oui, là, à ce niveau-là, on a réellement un problème. Alors, de quoi peut venir la toxicité des plastiques? Eh bien, comme c'est un matériau inerte, quand on ingère des plastiques, hein, des microplastiques ou des parties de plastique un peu plus grosses, et y compris pour la faune, ça pose relativement peu de problèmes parce que le matériau est inerte. Donc ça va transiter dans le système digestif et faire relativement peu de dégâts. Le gros problème, c'est que les polymères qui sont utilisés pour faire des plastiques, eh bien, ils ne sont pas tout seuls. Dans ce qu'on appelle une formulation pour faire un objet, vous savez, on fait des objets qui sont éventuellement un peu souples, un peu durs, un peu résistants, ou opaques, ou colorés. Donc il y a tout un tas de formes de plastique. Et pour faire ces différentes formes, eh bien, il faut rajouter ce qu'on appelle des additifs. Et ces additifs, ça va être les colorants, ça va être ce qu'on appelle des plastifiants. Et ces additifs sont
d'autres composés chimiques, plus ou moins sympathiques, qui vont être intégrés dans les matériaux. Et en plus de ces additifs, on va avoir aussi ce que l'on appelle des agents de charge. Le polymère, même s'il est relativement peu cher, a quand même un certain coût. Donc un polyéthylène, par exemple, natif, est quand même relativement cher. Donc pour faire de la masse dans l'objet, eh bien, on utilise un agent de charge qui, lui, va amener de la charge, mais en général à faible coût. Donc on a ces trois composants en fait dans les matériaux plastiques, les additifs, le polymère, les agents de charge. C'est important parce que pour le recyclage, c'est une notion qui est importante à connaître. Alors après, ces additifs, ils sont plus ou moins toxiques en fonction de leur usage. En général, quand c'est un usage agroalimentaire, donc ce sont des aliments qui sont contenus dans les objets, on a des choses qui sont relativement peu nocives. Mais néanmoins, il nous reste encore quelques molécules qui ne sont pas forcément très sympathiques, mais qui ont été autorisées parce que leur diffusion dans les matériaux est relativement lente. Par contre, cette diffusion lente dans les matériaux, eh bien, elle ne s'applique pas tout à fait à l'environnement. C'est-à-dire qu'un additif qui a été accepté même pour de l'agroalimentaire, à diffusion lente, donc avec peu de risques pour le consommateur, eh bien, quand il sera dans l'environnement, ce morceau de plastique, il aura tout le temps de diffuser son additif. Et là, ça pourra avoir un impact sur la faune, la flore. Et on rentre dans ce cas-là dans ce qu'on appelle la pollution chimique au sens large. Et dans la pollution chimique, vous avez certaines molécules qu'on appelle des pollutions chimiques persistantes, qui ont tendance à vraiment rester longtemps dans l'environnement et à s'installer ou à s'accumuler dans les chaînes alimentaires, dans ce qu'on appelle plus scientifiquement les réseaux trophiques. Donc, pollution chimique, c'est une des possibilités de la pollution plastique et une des possibilités d'impact. L'autre type d'impact qu'on peut avoir avec de la pollution plastique, c'est le transport d'espèces pathogènes, de bactéries ou de virus. D'une manière générale, les bactéries et les virus ont horreur de vivre en suspension dans un liquide ou dans de l'eau. Ils préfèrent être attachés à des particules ou à des surfaces. Et c'est très vrai dans l'eau de mer. Donc quand vous mettez des débris plastiques, eh bien, les bactéries qui sont dans l'environnement, elles vont adhérer en fait à ce débris plastique. Alors le gros problème, c'est que les zones où ces débris sont en grosse quantité sont souvent aussi des zones où la gestion des rejets liquides n'est pas adéquate non plus. C'est-à-dire qu'il y a relativement peu de stations d'épuration et donc on retrouve des contaminations bactériennes, humaines en particulier, contamination fécale, dans ces eaux-là qui sont relativement élevées et en présence aussi d'une grande quantité de plastique. Donc on aura à ce moment-là des transports d'espèces pathogènes potentiellement sur les débris plastiques. Avec un problème, c'est que le taux de survie sur des surfaces pour ces micro-organismes est plus élevé. Donc ça veut dire qu'ils vont être transportés plus loin que la zone où ils ont été produits, la rivière ou l'estuaire où ils ont été produits. Et donc au gré des courants marins, ils pourront dériver sur les îles beaucoup plus loin, voire de l'autre côté de l'océan. Donc c'est quand même relativement problématique. Et puis le troisième problème, ce sont les microplastiques. Les microplastiques ont une très petite taille, qui sont inférieures à 1 micron. Eh bien, ces particules inférieures à 1 micron ont tendance à rentrer facilement dans les cellules, que ce soit des cellules animales, végétales ou dans nos cellules. C'est ce qu'on appelle le mécanisme de translocation. Il en reste une toute petite quantité sous forme de toutes petites particules, mais qui sont dans des conditions et des environnements très particuliers. Donc le risque, pour l'instant, il y a quelques publications qui sortent sur les microplastiques, mais le risque, je dirais, avéré des microplastiques, pourtant, pour l'instant, est relativement minimisé. Alors, je parle pour le milieu marin. Après, pour les microplastiques que l'on va inhaler dans nos poumons, dans l'environnement, je dirais, quotidien, là, c'est autre chose, et c'est en cours d'étude. Et là, bon, faut attendre un petit peu que les résultats des études sortent pour voir ce que ça donne.
Bon, ceci dit, hein, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de toxicité aiguë, sinon il y a longtemps qu'on les aurait remarqués. Mais d'un point de vue chronique, ou d'un point de vue, comment dire, délétère pour des gens qui sont déjà fatigués au niveau des poumons, vous savez que bah, on est quand même beaucoup de citadins qui vivons parfois dans des environnements où nos poumons sont soumis à rude épreuve. Bah, amener ces petites particules en plus, ça peut être un challenge en plus qui rend finalement le travail des poumons et du système immunitaire relativement compliqué. Alors, le recyclage dans tout ça. Donc on a parlé pollution plastique, on a parlé des effets, on a parlé un petit peu de politique et d'usage, on a parlé un petit peu de composition. Alors, les grands polymères plastiques dont on entend parler et que l'on retrouve sur les logos triangles qui sont numérotés de 1 à 7, que vous avez certainement dû voir sur vos objets en plastique, eh bien on va retrouver le polyéthylène que vous connaissez, le polypropylène, le PET, alors celui-là est plus compliqué, mais ça fait bien en société quand on arrive à le dire, c'est polyéthylène terephthalate. On a aussi les polystyrènes, donc on connaît bien un polystyrène expansé, hein, qui sert à l'isolation, mais on a aussi le polystyrène dur, qui fait par exemple les boîtiers des disques de CD. Hein, c'est ce genre de plastique. On a les polyuréthanes, qui sont plutôt, qu'on retrouve plutôt dans les mousses et dans les matelas. Et on en a tout un tas d'autres hein, que j'oublie peut-être, mais là c'est vraiment les plus nombreux et que on va retrouver beaucoup dans l'industrie agroalimentaire et beaucoup dans notre vie quotidienne. Bon, après, on va retrouver évidemment dans les vêtements tout un tas de fibres hein, comme le nylon, les polyacrylamines, les polyesters, hein, etc., qui rentrent dans la composition des microplastiques que l'on va inhaler au quotidien, mais aussi manger au quotidien parce que ces particules se retrouvent aussi dans nos aliments. Voilà, alors ces polymères-là, sans faire des grands cours de chimie, ce sont, comme je l'ai dit, en fait des polymères de carbone. Donc le composé majoritaire, c'est du carbone. C'est-à-dire, si on les brûle, on fait essentiellement du CO2. On va retrouver évidemment beaucoup d'hydrogène aussi, associé au carbone. Et puis parfois, suivant les plastiques, on peut retrouver un peu d'oxygène, on peut retrouver un peu d'azote, mais c'est quand même majoritairement du carbone. Alors, un petit cours, mais très rapide, je dirais, d'écologie appliquée. Vous mettez un produit qui est très riche en carbone dans l'environnement, qu'est-ce qui se passe? Surtout un produit comme un plastique qui finalement n'est pas très connu par les bactéries. Donc vous savez que dans l'environnement, c'est les bactéries qui s'occupent de dégrader toutes les matières. Et des produits à base de carbone, il y en a énormément dans l'environnement. Vous avez toute la cellulose, les feuilles d'arbres, toute l'herbe et tout ça, c'est à base de carbone. Et ça, c'est facile à attaquer parce que les bactéries, elles ont pris l'habitude depuis des millions d'années à s'adapter, à avoir toutes les enzymes nécessaires pour dégrader ce carbone. Alors, du coup, quand on met un plastique dans l'environnement, les bactéries se disent oh là là, c'est trop compliqué, ça me demande trop d'énergie pour dégrader ça, je préfère dégrader ma feuille de laitue ou mon brin d'herbe, c'est beaucoup plus simple. Et c'est pour ça que les plastiques durent relativement longtemps dans l'environnement, c'est qu'ils intéressent relativement peu les bactéries. Alors ça n'aurait pas été la même chose si on avait fait des plastiques à base d'azote, parce que l'azote est relativement rare dans l'environnement, rare entre guillemets, mais beaucoup moins présent que le carbone. Et c'est la bataille pour l'azote dans toutes les chaînes alimentaires pour faire de la protéine, tout simplement. Et c'est pour ça que la protéine est une denrée relativement rare et relativement chère et recherchée dans le monde végétal et animal. Donc c'est composé à base de carbone. En faire un substrat pour nourrir des bactéries, c'est compliqué. Et d'ailleurs, la plupart des chercheurs qui sont en train d'essayer d'identifier des bactéries qui pourraient dégrader les déchets plastiques, pour l'instant, patinent un peu. Et les quelques bactéries qu'on peut trouver fonctionnent dans des conditions quelquefois extrêmes et avec des rendements qui sont quand même relativement faibles. Bon, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas trouver éventuellement des bactéries qui seront faciles à adapter pour dégrader cette pollution, mais ça sera qu'une réponse au problème. Alors, tous ces polymères donc de carbone, leur avantage, c'est qu'ils sont pas chers, c'est qu'ils sont légers, on en a déjà parlé, c'est qu'ils sont peu attaquables par les bactéries, et malheureusement, c'est qu'ils sont peu recyclables.
et en fait on en parle relativement peu, mais de plus en plus maintenant, c'est que ces polymères-là sont quand même relativement fragiles. Un polymère, c'est quoi? C'est une chaîne de monomères, donc de petites molécules. Donc polyéthylène, une molécule d'éthylène avec deux carbones, hein. Et on va mettre ces molécules-là bout à bout, et on va faire des grandes chaînes qui vont permettre d'avoir des matériaux avec d'autres propriétés. Et malheureusement, ces grandes chaînes sont relativement fragiles. Donc quand on va vouloir recycler un polyéthylène, il va falloir le chauffer pour essayer de séparer les additifs, les colorants, hein, qui sont dedans, et puis le fondre à nouveau pour en faire un nouvel objet. Et pendant cette phase de chauffe, on va casser les chaînes de polymères. Et donc les propriétés du polymère recyclé seront dégradées par rapport au polymère natif. Alors si c'est dégradé, est-ce qu'on peut faire le même objet? Ben oui, mais il ne faut pas faire le même objet avec 100% du plastique recyclé. Et c'est ce qui se passe. Si vous prenez, on a beaucoup parlé donc, du recyclage, du PET, du fait du gros volume de bouteilles plastiques qui est à recycler. Donc il y a même un nom de marque, c'est le RPET. Et ce PET recyclé, pareil aussi, cette molécule un peu complexe, elle se dégrade pendant le recyclage et malheureusement ses propriétés se dégradent aussi. Donc ce polymère recyclé, on peut en mettre dans des nouvelles bouteilles, mais pour l'instant on peut en mettre jusqu'à 10%. L'objectif des recherches, des scientifiques, des chercheurs, c'est de monter jusqu'à 20%, voire plus, en essayant de modifier les processus de recyclage, les processus de chauffe, en essayant aussi de collecter de la matière qui est de la meilleure qualité possible, donc d'avoir un tri qui soit le plus efficace possible. Mais pour l'instant, tout ça n'est pas en place. Donc, pour prendre l'exemple bien précis du PET, on n'en met que 10 à 15% maximum dans les nouvelles bouteilles. Et c'est valable pour beaucoup d'applications. En général, quand on va faire un recyclage, on va dégrader l'usage. Si on veut faire, par exemple, on dit que la filière textile, le recyclage fonctionne très bien. Il y a des endroits partout pour déposer ces anciens vêtements et pour pouvoir les réutiliser. Mais on en fait rarement des nouvelles fibres. On va en faire du non-tissé. On va en faire des choses qui ne vont pas être utilisées ou relativement peu dans l'industrie textile. Et c'est pareil pour la plupart des plastiques. Donc on va dégrader l'usage, mais on peut très bien quand même en avoir l'usage. C'est-à-dire que si vous récupérez des déchets sur les plages et qu'une entreprise les fonde pour en faire des nouveaux flotteurs, par exemple pour les activités de pêche, ou des caisses pour la pêche, ou des choses comme ça, c'est-à-dire des matériaux qui ont besoin d'une solidité, mais pas forcément d'une composition extrêmement précise. À ce moment-là, ça peut fonctionner. Mais il faut bien garder en tête qu'à chaque fois qu'on recycle, on dégrade. Et c'est pour ça que mieux que le recyclage, c'est vraiment la réutilisation de l'objet qui est à prendre en compte. Parce que le recyclage nécessite aussi beaucoup d'énergie. Alors on dégrade l'utilisation, mais aussi on utilise beaucoup d'énergie pour trier et beaucoup d'énergie pour remettre en forme un objet qui va être réutilisé. Donc au niveau économique, quand on met tout ça bout à bout, au niveau utilisation d'énergie, quand on fait ce qu'on appelle une analyse de la valeur, une ACV, sur les cycles de vie, on se rend compte que le recyclage, c'est pas forcément terrible si on ne fait pas trop attention à tout ce qu'on dépense en termes d'énergie le long de la chaîne, en particulier si on utilise de l'énergie fossile. Et en termes de recyclage, là où on est actuellement, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a toujours quelque chose qui m'interpelle, et là je parle pour moi, juste pour ma chapelle, mais c'est que quand on achète les produits en général en grande surface ou dans les magasins, ils sont bien rangés, donc les produits sont relativement triés. Dans nos armoires à la maison, ils sont très triés aussi. Et puis finalement, dès qu'on va les utiliser, on va mélanger tous les emballages. Certes dans une poubelle jaune ou bleue ou d'une autre couleur en fonction
des, je dirais des réglementations locales. Et après, on va faire une grosse usine, on va payer des gens pour retrier derrière tout ce qu'on a mélangé dans la poubelle. Bon, là, je me dis que quelque part, il faudrait peut-être faire une étude de procédé, comme on appelle ça dans le milieu industriel, et voir si on ne peut pas simplifier un petit peu les process. Et je ferme la parenthèse. Mais je pense que la solution n'est pas forcément de tout mélanger, mais peut-être d'avoir un meilleur tri à la source pour avoir des produits de meilleure qualité en termes de produits à recycler, ce qui permettra de garder un usage avec des valeurs qui soient suffisamment élevées. Parce que quand les plastiques sont trop mélangés, trop souillés, etc., de toute façon, l'industriel derrière, il ne pourra pas en faire grand-chose. Bon, on recycle tous, hein, donc on sépare nos déchets. Vous avez vu qu'il y a des petites pastilles dans tous les sens, alors un petit, un petit focus sur les logos que vous pouvez trouver. Donc le logo triangle, où on se dit ah chouette c'est recyclé, eh ben non, pas de chance, c'est pas recyclé, c'est simplement le numéro du polymère majoritaire. C'est bien que c'est le polymère majoritaire. Si vous avez 60% d'un polyéthylène et puis je sais pas, je dis n'importe quoi, 40% de polystyrène, vous aurez le logo triangle polyéthylène, vous n'aurez pas l'autre. Donc ça donne pas la composition exacte en fait de l'objet. Et puis en plus, les nouveaux plastiques qu'on appelle biodégradables, biosourcés, etc., bien souvent rentrent dans la catégorie 7. Et la catégorie 7, c'est la catégorie divers. Et alors là, ça ne nous renseigne pas du tout sur le type de molécule et finalement ce qu'on peut en faire. Donc ce logo triangle est intéressant, je dirais, pour un tri à la source, mais n'indique pas qu'il y a un recyclage, c'est juste que la taxe a été payée en fait en termes de contribution au niveau écologique. Alors après, vous avez des logos avec une poubelle et pensez au tri. C'est très bien, et en général, vous avez un logo à côté qui vous dit à jeter. Non, je rigole, mais dans la plupart du temps, pour les plastiques, c'est ça. Sur les plastiques agroalimentaires, pour peu qu'il y ait un contact avec un produit qui laisse un peu de traces sur le plastique, en général, il faut la jeter dans la poubelle noire. C'est-à-dire la poubelle, la ordure ménagère classique. Donc les plastiques recyclables sont relativement peu nombreux, et l'efficacité du recyclage est pas forcément fantastique, hein. Il y a quand même un gros mélange au niveau des plastiques, et en particulier il y a pas mal de plastiques qui ne sont pas considérés comme recyclables, qui sont en mélange avec les autres. Donc ce qui dégrade en fait la qualité des produits qui sont triés. Donc ça c'est vraiment un gros problème. Voilà, donc, et le dernier problème, et on n'est pas très fier de ça hein, au niveau national, c'est qu'une grande partie en fait des plastiques triés qui sont collectés, on a quand même une partie non négligeable, on ne sait pas où ils vont. Et ils sortent des frontières. Ça paraît assez curieux, mais il y a un manque de traçabilité totale de ce côté-là. On sait qu'il y en a une partie donc, qui est recyclée au niveau national et qui rentre dans des process industriels, mais on en a une partie qui part à l'étranger. Et qui part à l'étranger en container, en bateau. Et alors ça commence à se voir maintenant, donc j'espère que ce flux va tendre à diminuer. Mais en fait, une bonne partie de ces déchets triés étaient rachetés par des sociétés qui après envoyaient ça dans des pays en voie de développement. Ça comme une manne financière d'activité, sauf que ces pays-là n'avaient encore moins de moyens que pour traiter ces déchets plastiques, ce qui est quand même un sérieux problème. Alors c'est pour ça que les pays d'Asie croulent actuellement sous les déchets plastiques. Une grande partie de ces déchets, ce ne sont pas les leurs, ce sont les nôtres. Et quand je dis les nôtres, c'est pas simplement l'Europe, mais aussi les États-Unis. Bon, c'est pour ça que la Chine a fermé un peu ses frontières à ces exportations et que l'Europe est en train de mettre en place des lois qui interdisent aux déchets de passer les frontières. Alors, évidemment, il y aura des exceptions, mais au moins pour créer une traçabilité sur ces déchets qui sont triés. Alors au niveau du consommateur, lui, il a la conscience tranquille. Il a trié ses déchets, c'est parti dans la poubelle jaune, ça a été au centre de tri. Donc après, tout va bien, il n'y a plus aucun problème sur la planète. Eh ben non, malheureusement, ça se passe pas comme ça. Donc c'est intéressant de savoir où vont les déchets aussi. Hein, des collectes de déchets, il y en a partout. Mais c'est bien de savoir après, mais oui, mais ils vont où? Et on fait quoi avec? Et posez la question quand vous avez des gens qui collectent les déchets comme ça.
Voilà, donc pour le recyclage, s'il y avait des notions clés à retenir, c'est le tri, c'est important. Je pense que dans les années à venir, la politique, la réglementation va changer sur le tri et va devenir plus importante. On va obliger aussi les fabricants à faire des matériaux qui sont plus simples à recycler. Donc ça, c'est important. Donc c'est une vraie tendance. Et pensez bien que bah, c'est pas parce que vous avez trié un plastique, vous l'avez mis dans la bonne poubelle, que finalement il ne va pas polluer la planète bah, de l'autre côté, aux antipodes. Donc malheureusement, ça arrive encore. Voilà pour le recyclage. Et puis donc dans toutes ces activités qu'utilisent des plastiques, ben, vous avez vu, il y a des pertes dans l'environnement. Même dans les centres de tri, vous allez voir un centre de tri, bah, allez voir autour, hein. Ça serait bien rare qu'il n'y ait pas des plastiques, hein, des sacs ou des choses comme ça qui traînent. C'est assez classique, quoi. Et y compris en Europe, hein, dans nos pays, hein. Donc, et le long des routes, vous voyez bien tous les plastiques qui peuvent être aussi s'accumuler. Donc il y a réellement des plastiques qui s'accumulent dans l'environnement et qui mettent du temps à se dégrader. D'où l'idée, bien, augmentons la vitesse de dégradation des plastiques. D'où le terme plastique biodégradable. Alors, plastique biodégradable, ça c'est une super bonne mauvaise idée. Je vais vous expliquer comment on rend compliqué l'analyse hein, vis-à-vis des consommateurs. Alors, plastique biodégradable, au départ, on se dit, bon, bah, ça doit être une ressource naturelle. On confond souvent avec plastique biosourcé. C'est-à-dire qu'on va mettre dedans bah, des polymères naturels, de la cellulose, et bah, ça va se dégrader plus facilement dans l'environnement. Et oui, mais sauf qu'il y a un piège. C'est-à-dire qu'on sait faire du plastique biodégradable avec du pétrole. Et oui, on va faire par exemple des polycaprolactones, on va faire du PBAT, alors celui-là ça doit être polybutylène adipate terephthalate. Et ça, ce sont des plastiques qui se dégradent dans l'environnement, mais d'origine pétrochimique. Vous voyez, ils ne sont pas biosourcés. Donc on peut faire des produits qui ne sont pas biosourcés, mais qui sont biodégradables. Et on peut faire aussi à partir de produits biosourcés. Par exemple, on prend du sucre, de l'amidon, on fermente. Alors ça, on sait faire, fermenter. Hein. On peut faire tout un tas de choses, hein, de la bière, de l'alcool. Et à partir de l'éthanol qu'on a fabriqué, eh bien les chimistes sont capables de faire du polyéthylène. Et c'est ce qu'on appelle le polyéthylène biosourcé. Alors est-ce que ce polyéthylène biosourcé est biodégradable? Eh ben non, pas du tout. Il est absolument non biodégradable, tout comme son homologue pétrosourcé. Alors ça jette beaucoup de confusion quand même dans l'esprit du consommateur qui s'y retrouve plus. Parce que entre les produits d'origine pétrochimique, d'origine biosourcée, les produits réellement biodégradables ou pas biodégradables, puis vous vous rappelez ce que je vous ai dit, c'est que dans un plastique, on trouve au moins trois composants. Le polymère, l'agent de charge et les additifs. Eh bien, bien souvent, c'est l'agent de charge qui on va biosourcer, on va mettre un produit naturel. Et à ce moment-là, on va dire, bah, ce produit, ouais, il va être, et quand on fait les tests, il va être biodégradable. Oui, c'est l'agent de charge qui est biodégradable, mais le polyéthylène qu'on rajoute par-dessus, lui, il n'est pas biodégradable. Et l'additif, encore moins. Donc, par ordre, je dirais de priorité, en général, dans les plastiques biodégradables, on change d'abord l'agent de charge, c'est le plus facile. Après, le polymère, c'est plus compliqué. Puis alors, les additifs, ça, c'est encore plus compliqué. Donc, plastique biodégradable, la plupart du temps, vous avez qu'un des composants qui est biodégradable, et pas le reste. Donc, ça pollue quand même l'environnement si ça part dans l'environnement. Le deuxième gros problème de la biodégradabilité, c'est que c'est pas un terme qui est réglementé. Alors, n'importe qui peut dire que cet objet est biodégradable, même s'il ne l'est pas du tout, et il n'y a aucun risque au niveau réglementaire. Je peux très bien vendre du jour au lendemain en disant une bouteille de verre, en disant cette bouteille est biodégradable. Et personne ne peut m'attaquer en justice en disant que j'ai fait une publicité mensongère. Donc c'est le gros problème. Et d'ailleurs, il y a des études qui ont été faites, alors je crois que c'était au Brésil, sur des pailles en matériaux biodégradables, et sur une dizaine de pailles qui ont été analysées après dans les laboratoires, et bien en fait, c'était marqué hein, sur les emballages, polymères biodégradables, et en fait, sur une dizaine, il y en a deux qui sont des polymères qui sont plus faciles à dégrader dans l'environnement, les autres étaient des plastiques tout à fait standards.
Donc on peut abuser assez facilement le consommateur sur cet aspect biodégradable. Alors il y a des normes qui se mettent en place au niveau européen et au niveau des États-Unis, mais la biodégradabilité c'est quelque chose de compliqué. Qu'est-ce qu'on appelle biodégradable? Bien souvent dans l'esprit du consommateur, c'est que l'objet disparaisse à la vue. Et bien en fait les plastiques peuvent disparaître assez facilement à la vue, c'est-à-dire qu'ils vont se morceler. Un tout petit morceau, une bouteille en plastique fait ça de manière relativement simple, sauf que ces petits débris de plastique ils vont rester dans l'environnement pendant très longtemps. Donc c'est pas une biodégradation, ça c'est simplement une fragmentation. On a fait dans le passé des plastiques qu'on a appelés oxodégradables. Alors, pourquoi oxodégradable? On a pris des polymères pétrochimiques, on a rajouté de l'oxygène dedans, et c'était des points de fragilité où finalement l'oxydation par le soleil et l'eau dans l'environnement permettaient de fragmenter en fait ces plastiques. Et effectivement, ça se fragmente très bien. Et on se disait à l'époque, quand on fait des petits morceaux, ça va se dégrader plus rapidement. Puis finalement, les études qui ont été faites dans l'environnement montrent que non, pas du tout. Ça se fragmente très vite, et puis ça fait des microplastiques très vite, mais ça se dégrade pas du tout. Donc ces produits-là ont été interdits partiellement en Europe en particulier, et commencent à être interdits un peu partout. Donc fractionnement ne veut pas dire dégradation. La dégradation, ça veut dire qu'il y a quelque part un phénomène chimique ou biologique qui va transformer le carbone de notre polymère en CO2. Donc la biodégradation, c'est une dégradation biologique, c'est-à-dire que notre polymère va être dégradé en CO2 ou en matière organique par une bactérie ou par un organisme vivant. Et la biodégradation complète, ce qu'on appelle biodégradation ultime, il ne reste que du CO2, il ne reste plus de polymère. Alors ça arrive partiellement dans des systèmes qu'on appelle de compost. Quand vous faites un compost avec des produits organiques, et bien en fait il y a une dégradation et puis un début de dégradation, et puis ce produit vous pouvez en servir comme support de culture. Alors certains plastiques, en fait les plastiques sont de la matière organique, donc on peut dire on peut les composter. Bon, les plastiques standards, je vous garantis, vous pouvez les mettre dans un compost pendant une dizaine d'années, ils vont pas se dégrader. Ça, faites l'expérience avec les petites étiquettes qu'il y a sur les fruits là, qui vous indiquent que c'est bien une banane que vous avez achetée, comme si vous ne le saviez pas. Et bien vous allez voir, vous le laissez dans un compost, 5 ans après, elle y sera encore. Donc ces plastiques sont vraiment très résistants, même quand ils sont très fins et avec très peu de matière. Alors on sait faire des plastiques compostables. C'est en particulier tous les PLA. Vous avez entendu parler de cet acronyme. Ce sont les acides polylactiques, les polymères d'acide polylactique. C'est un plastique qui est fabriqué par des bactéries, donc par fermentation. Et donc on fait des lactates. Et puis on arrive à polymériser tout ça avec la chimie qui va bien. Et donc ces plastiques ont l'avantage, effectivement, quand vous les mettez dans un compost, de se dégrader. Alors attention, il y a un compost qu'on dit ménager, où on se contente de mettre finalement nos déchets sur un tas au fond du jardin. Et il y a le compost industriel, où là on mélange, on chauffe et on aère de façon à accélérer les processus. Donc le PLA se dégrade très bien dans un compostage industriel et certaines formules se dégradent en compostage ménager. Alors, il y a des labels maintenant qui existent, en particulier en Allemagne, qui vous disent si tel emballage peut être dégradable en compost ménager ou nécessite un compostage industriel. Donc ce sont deux formes de biodégradation, même si elles ne sont pas complètes, mais au moins ce début de biodégradation peut permettre finalement d'utiliser le matériau pour faire autre chose, c'est-à-dire du support de culture, de l'amendement de culture. Alors est-ce que finalement ces produits-là, les PLA, ça ne serait pas le produit d'avenir pour remplacer tous les plastiques? Eh bien non, parce que le PLA se recycle très mal. Donc ça veut dire que c'est un produit avec une économie linéaire. On le produit, on l'utilise et après on en fait du compost. De plus, si les produits à base de PLA se retrouvent dans l'environnement, eh bien en environnement aquatique ils se dégradent moins vite et en environnement marin ils se dégradent pas du tout. Et quand je dis pas du tout, c'est vraiment, on est à la fraction de pourcent par an, quoi. Donc c'est vraiment très résistant. Alors il existe d'autres plastiques qui sont produits par des bactéries,
qu'on appelle les PHA, les PHB, polyhydroxyalcanoate ou polyhydroxybutyrate, polyhydroxyvalérate, etc., et des mélanges. Ces produits étaient réservés avant pour des applications médicales parce que relativement chers, mais sont en train de se démocratiser. Le gros avantage du PHA, c'est que des PHA, parce que c'est une famille de polymères, c'est qu'ils sont dégradables dans l'eau de mer. Donc déjà, pour les applications plastiques dans le milieu marin, ça peut donner une solution. Bon, leurs coûts de fabrication sont encore relativement élevés. Il y a des modèles de fabrication en grosse quantité qui permettent de faire fermenter en fait les bactéries sur des déchets agricoles, sur des déchets je dirais de consommation, de façon à minimiser en fait le coût du produit. Mais là, pareil, on est sur des produits qui sont quand même pas facilement recyclables, parce que relativement fragiles. Et pour l'instant, ça reste des produits relativement anecdotiques. Voilà, donc recyclage et biodégradation. Donc, est-ce que les plastiques biodégradables, c'est une bonne idée? Eh bien, finalement, non, pas tellement. C'est une idée qui est avancée par beaucoup d'industriels en termes d'arguments marketing, et malheureusement, le plus souvent, ça trompe le consommateur, parce que le produit est rarement 100% biodégradable, et en plus, s'il l'est, c'est dans des conditions très précises. Il faut être sûr que le produit finalement soit récupéré et envoyé dans des centres qui sont capables d'appliquer ces conditions très précises pour vraiment avoir une biodégradation complète. Donc prudence. En plus, quand cette mention est portée sur un emballage ou sur un objet, l'attitude du consommateur a tendance à changer. C'est-à-dire qu'il fera moins attention qu'avec un autre emballage, par exemple, et le laissera plus volontiers traîner dans l'environnement, en se disant c'est biodégradable, donc du coup ça pose pas trop de problèmes. Donc ça c'est pareil, après tout ce que je vous ai dit, vous voyez que ça peut poser des gros problèmes pour l'environnement. Donc c'est pas forcément une bonne idée de promouvoir tous ces composés biodégradables. En termes de recyclabilité, pour l'instant les plastiques biodégradables ne sont pas facilement recyclables. Alors ça peut changer dans l'avenir, il suffit de mettre les filières en place et puis de s'organiser. Mais c'est pas l'idée. En fait, on fait un plastique biodégradable au départ pour justement qu'il se dégrade facilement. Donc c'est pas fait pour comment dire fabriquer un matériau qui va durer. Donc on est vraiment antinomique avec le besoin qui est de faire durer ces matériaux. Alors là, on arrive au nerf de la guerre. C'est bon, alors je suis désolé pour toutes les entreprises qui veulent faire du recyclage et des matériaux biodégradables. Ça fait plein d'opportunités effectivement de développement scientifique et technique, de brevets, de nouveaux matériaux, etc. Mais je suis pas sûr que la pollution plastique trouve sa solution dans des nouveaux matériaux plastiques. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Et là-dessus, ça mériterait réellement un débat de société. Une fois qu'on a dressé un constat un peu alarmant, quelle est une des causes du problème? Eh bien, une des causes du problème, c'est l'usage des objets. Vous voyez que je pointe pas le plastique d'une manière. Je parle de l'usage des objets, qui sont en plastique, en bois, en verre, en tissu. Sachant que nous sommes toujours dans un modèle économique qui est basé sur une société de consommation. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ça n'a pas une notion péjorative, j'irai dans ma bouche. C'est simplement que la cohérence du système actuel, au niveau économique, c'est-à-dire en gros la valeur ajoutée que dégagent les entreprises pour fonctionner et pour payer leurs employés, est basée sur le nombre d'objets vendus, pour beaucoup. Tout simplement parce que on consomme ces objets. Plus on les consomme, et plus ces sociétés font de chiffre d'affaires, et plus elles font de chiffre d'affaires, et plus il y a d'emplois. Donc le modèle dans lequel on est, qui est relativement simple, enfin c'est expliqué de manière très simpliste, mais en gros c'est ça. Et donc, le gros avantage de ce modèle, c'est que la société de consommation laisse du pouvoir aux consommateurs. Et oui, c'est pas simplement le politique par la réglementation ou les industriels et les fabricants qui vont dicter un petit peu ce qui va se passer, mais il y a aussi le consommateur
a envie de consommer ou pas envie de consommer. Donc il y a du pouvoir dans les mains des consommateurs, mais encore faut-il qu'ils soient bien informés. On l'a vu sur tout ce qui est plastique biodégradable, c'est compliqué quand on n'est pas technicien de se plonger là-dedans. Nous, ça nous paraît à peu près simple, mais c'est quand même relativement complexe et les messages peuvent être extrêmement confus entre les messages purement marketing et les messages plutôt scientifico-techniques. C'est vraiment pas facile de se faire une opinion, quoi. Donc l'usage, je pense que si on veut réellement changer les usages, ça veut dire aussi changer de modèle économique et changer de modèle de société. Ça veut dire que quelque part, si on arrête d'acheter des objets en grosse quantité, ben, malheureusement, il va falloir aussi discuter avec les entreprises pour savoir où elles mettent leur valeur ajoutée. Si elle est toujours sur la quantité d'objets vendus, ben, ça va poser quand même un problème. Et ça posera un problème d'emploi, et ça posera un problème de société au sens large. Donc c'est le moment ou jamais où on doit tous discuter ensemble et en disant bah, comment finalement on déplace cette valeur ajoutée des entreprises vers autre chose que de la vente d'objets et comment on peut augmenter la durée de vie des objets. La clé, elle est là en fait. Tout ce que vous voyez comme notion de frugalité, de décroissance, etc. C'est la clé finalement, c'est d'avoir toujours finalement ce confort et ce bien-être bah, qu'on apprécie quand même tous, hein. Quand vous regardez 50 ans ou 70 ans en arrière, interrogez vos grands-parents, si vous les avez encore, ou vos arrière-grands-parents, vous verrez que les niveaux de vie étaient quand même pas tout à fait les mêmes. Donc il y a quand même eu un sacré progrès. Donc c'est pas la peine de faire complètement marche arrière là-dessus. Mais on peut très bien, sur la plupart de nos objets, se poser déjà la question de leur durée de vie. Et rien qu'en faisant ça, on peut déjà amorcer un sacré changement. C'est-à-dire, si vous commencez à faire un tri dans vos achats sur les plastiques dont la durée de vie est relativement importante, eh bien, bah déjà, vous aurez fait quelque chose. Alors, durée de vie importante, ça peut être quoi? Ben, par exemple, dans les voitures, actuellement, si vous achetez une voiture, il y a énormément de plastique, que ce soit à l'intérieur, mais aussi dans les carrosseries de plus en plus, et il y a beaucoup d'endroits dans la voiture. Ces plastiques-là, si vous prenez soin de votre voiture, normalement, ils vont durer au moins une dizaine d'années, si c'est pas 15 ans. Donc, à moins que vous changiez de voiture tous les 6 mois, mais en tout cas, c'est pas mon cas. Donc, c'est ça, un plastique à longue durée de vie. Pareil, si vous changez les gouttières à votre maison, au lieu de prendre du zinc, vous prenez du plastique, parce que vous êtes en bord de mer et que le zinc, bah, ça fait des trous au bout d'un moment à cause du sel. Donc, prenez du plastique, bah, vous allez le changer peut-être tous les 30 ans. Donc, ça, c'est une longue durée de vie. Vous achetez par opposition, je sais pas, des cotons-tiges. Euh, le joli modèle là, avec le bâton en plastique et puis le coton au bout, ça, la durée de vie du truc, bah, c'est le temps de se récurer 2 oreilles. Et puis après, ça part à la poubelle. Donc c'est 30 secondes maxi. Vous voyez bien que là, c'est pas correct. Donc là-dessus, il y a d'excellents modèles maintenant qui se font en carton, hein, si vous voulez absolument avoir des cotons-tiges et qui posent beaucoup moins de problèmes au niveau de l'environnement. Donc la clé de tri, elle est là, c'est l'usage. Il faut commencer petit, hein, parce que je vous mets au défi, et je sais que c'est l'époque des défis sur les réseaux sociaux, mais il y en a un qui pourrait être sympa, c'est si vous faites vos courses toutes les semaines, une fois par semaine par exemple, eh bien une semaine où vous dites là je fais une course zéro plastique. Et vous allez si possible dans un supermarché, ça c'est plus compliqué, et vous essayez de faire des courses avec zéro plastique. Et ben si vous y arrivez, là je vous tire mon chapeau. Mais c'est vrai dans les autres boutiques aussi. Bon, il n'y a guère que si vous allez chez votre fermier du coin acheter vos légumes directement que à ce moment-là, vous allez échapper tant soit peu au plastique. Et encore, ça peut toujours arriver. Donc la vigilance dans les usages, et ça s'apprend petit à petit, hein, c'est pas la peine de faire des grands coups, des grands changements d'un seul coup. Ça se fait petit à petit, et puis se poser la question sur le renouvellement en fait des objets. Et là, je pointe du doigt, mais alors un sujet qui est extrêmement sensible. Alors beaucoup moins peut-être pour les hommes que pour les femmes, mais encore, ça se vaut, c'est toute l'industrie textile. Est-ce qu'on a vraiment besoin de changer nos vêtements tous les 3 mois? Ça génère une quantité de déchets et, comme vous avez vu, qui en termes de recyclage ne peuvent produire que des objets finalement avec une application quand même relativement dégradée. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça?
Est-ce qu'on n'aurait pas plutôt besoin de produits qui durent un peu plus longtemps? Ça, je laisse la question grande ouverte. C'est vrai que là, on a quand même quelques habitudes en termes de vie où il faut peut-être se reposer des questions. Et puis après, ben, vous avez vu que dans l'épisode Covid 19, 20, 21, je ne sais pas si ça continuera en 2021, eh bien on est retourné vers les plastiques à usage unique à fond la caisse, à donf, comme diraient les jeunes. Le nombre de masques produits et utilisés chaque mois, on en est à plusieurs, 120, je crois 130 milliards, je crois, en termes d'estimation, le nombre de masques produits chaque mois. Et tout ça, c'est en général du plastique ou des matériaux synthétiques, et dont en plus la fin de vie n'est pas gérée. La plupart du temps, les collectes ne sont pas organisées, sauf dans les hôpitaux qui sont organisés pour ça. Donc gros problème. Retour aussi au plastique à usage unique pour aller faire ses courses dans les magasins. Les sacs plastiques ont refait leur apparition dans certains pays parce que beaucoup plus hygiéniques, paraît-il, que les cabas de la ménagère. Donc on a, je dirais, la prise de conscience sur la pollution plastique et les changements d'habitude. On se rend compte que ces changements d'habitude étaient relativement superficiels et que même au niveau des politiques, on voit que à la moindre pression, finalement, ces changements sautent et on repart sur un usage avec une économie linéaire où on produit un objet, on l'utilise, on le jette et on ne repense pas finalement à son usage à plus long terme. Donc il y a vraiment une prise de conscience à faire au niveau des usages. Et puis après, surtout, je pense qu'il ne faut pas bannir les plastiques comme on l'entend parfois. Le plastique, on en a absolument besoin, c'est absolument indispensable dans le domaine médical. Je ne pense pas simplement à tous les objets à usage unique dans le domaine médical, mais tout ce qui peut être aussi les implants, tout ce qui peut être prothèse. Donc c'est absolument indispensable. Et ça, il faut continuer à utiliser ça. Et dans certains domaines, faire marche arrière et revenir sur d'autres matériaux comme le bois ou le verre n'apporterait pas de solution au niveau énergétique, en tout cas, qui soit viable. Donc vraiment une réflexion de fond à faire, mais entre tous les partenaires. Donc c'est pas la peine de se jeter la faute entre les consommateurs, les producteurs, les politiques. C'est vraiment le moment ou jamais de discuter et de voir comment on s'organise pour un futur où l'environnement sera moins sollicité, ou en tout cas pour, en ce qui concerne la pollution plastique des océans, qui sera moins dramatique. Vous savez que cette pollution plastique, j'en ai parlé, dans les océans, elle finit sur les fonds océaniques. En grande partie, à 80%, elle se retrouve sur les fonds, dans les zones côtières, et puis aussi sur les grands fonds. Et ces plastiques, quand ils sont sur les fonds océaniques, alors là, ils se dégradent encore moins vite qu'à la surface, dans un environnement terrestre. Donc c'est vous dire que ces plastiques-là, ils vont rester un certain temps. Et alors certains espèrent qu'ils vont être enfouis par les sédiments et puis après on n'en parlera plus. Mais dans les zones côtières, ils peuvent être quand même remis en suspension et puis retournés sur les plages. Et donc ça peut être problématique. Alors pourquoi on s'amuse à ramasser les plastiques en surface si finalement ils finissent par sédimenter sur le fond des océans? C'est-à-dire que quand les plastiques ont sédimenté, on ne sait pas du tout l'impact qu'ils vont avoir sur les écosystèmes benthiques, sur les fonds. Et en plus, ils peuvent être mis en suspension dans les zones côtières. Et quand ils sont sur les fonds, c'est impossible de les récupérer. Ou alors il faudrait draguer les fonds, mais ça veut dire détruire tous les fonds marins qui sont quand même des viviers, des ressources au niveau écosystème. Donc c'est impossible. Le seul endroit où on peut les collecter facilement, ces plastiques de pollution et qui arrivent en pollution marine, ce sont à la sortie des rivières. Donc il y a certaines associations qui déjà collectent au niveau des rivières et à la sortie des rivières, et donc au niveau des estuaires et des mers qui sont très proches des côtes. Et ça me fait le lien tout trouvé avec les objectifs et les missions de The Sea Cleaners. Et pourquoi ce projet a vu le jour? C'est vraiment pour essayer de collecter tous ces plastiques flottants, ces débris flottants en mer, avant qu'ils ne sédimentent sur les fonds et avant qu'ils ne se morcellent en microplastiques.
Voilà, je crois que la boucle est bouclée. On est revenu à The Sea Cleaners en passant par beaucoup de notions. Donc, je pense qu'on va arrêter là parce que après, ça va commencer à être un peu soporifique et redondant. Donc, voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. J'espère que j'ai pas été trop compliqué et que vous aurez entrevu quelques portes ouvertes au travers desquelles vous allez avoir envie de vous engouffrer ou au moins de mettre le pied dans la porte pour vous poser plus de questions et poser plus de questions aux gens qui savent un peu ce qui se passe et que lorsque vous ferez vos prochaines courses dans un magasin, vous posiez la question ah oui, là, est-ce que je prends ça ou je prends pas ça? Et puis si c'est un produit que vous aimez et qu'il est emballé dans du plastique, rien ne vous empêche de contacter le producteur du produit et de vous dire j'aime beaucoup votre produit, mais franchement, là, si vous pouviez changer d'emballage, ça serait sympa. Voilà.